Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, مرحبا بكم, pour la conférence, المحاضرة. Donc, nous allons aujourd'hui aborder un sujet, on va dire, assez important pour l'opérateur économique que vous êtes, donc algérien. Donc, on a intitulé donc, notre webinaire que nous appelons chez nous Ebayuno, hein, donc on essaie de l'adapter au terme espagnol, bien sûr. Commerce extérieur, quel est le nouveau cadre réglementaire? Donc, avant de donner la parole à nos deux experts, que je remercie d'avoir accepté notre invitation, donc en l'occurrence, messieurs Lias Ferrohi et monsieur Souhil Meddah. Marhaba bikoum et merci beaucoup d'avoir donc répondu favorablement à notre invitation. Nous avons besoin exactement et sûrement de certains éclaircissements concernant donc le commerce extérieur en Algérie en 2021, parce que par la suite, vous allez nous expliquer un peu toutes ces dispositions, nouvelles dispositions qui sont donc venues un peu enrichir, on va dire, tout le patrimoine et expliquer aussi certaines problématiques et certains écueils qu'aujourd'hui l'opérateur n'arrive pas à comprendre. Donc, nous avons, au niveau du CCAE, constamment organisé des Webayuno, et ce depuis que la pandémie a commencé. Donc, parce qu'auparavant, on faisait en présentiel ce qu'on appelait des Disayuno, c'était des petits déjeuners. Et là, donc, on est passé, donc, situation oblige, à des webinaires que nous avons fait depuis, on va dire, mai 2020, hein, donc tout de suite après la pandémie, on a commencé à s'organiser et aussi pour accompagner l'opérateur économique, membre du CCAE ou autres, même les invités, que nous leur souhaitons la bienvenue, de venir un peu se rendre compte un peu de ce qui se passe. Nous avons parlé beaucoup d'économie internationale, c'est un peu notre domaine, on va dire, de par de notre statut. Donc, nous sommes une association professionnelle algéro-espagnole, bien entendu. Donc, on est toujours intéressé par l'échange à l'international. Et puis, nous avons fait dernièrement, le dernier webinaire en date, c'était en juillet, je crois. Et nous avons parlé de la coopération algéro-espagnole, croisement des IDE. Donc, parce que là, peut-être que tout à l'heure, M. Meddah va nous expliquer un peu cette notion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on estime que si on va aller vers l'international en termes d'export déjà, parce qu'on parle beaucoup d'export en Algérie, on est obligé donc d'avoir, on va dire, des considérations business à l'étranger et pourquoi pas avoir des actions dans des entreprises étrangères à l'étranger. Donc ceci, ça c'est un point, c'est un sujet que nous devrions peut-être en parler avec beaucoup de considération et de singularité, si je puis dire, dans les prochains Wibayuno. Et tout ça pour expliquer que nous baignons dans cet espace qui va permettre à l'entreprise de s'internationaliser. Voilà un peu, si l'on veut, aujourd'hui, le focus du CCAE, c'est d'accompagner les entreprises à s'internationaliser. Mais auparavant, on va essayer aussi donc donner des éclairages par rapport aux dispositions que nous avons entre les mains pour pouvoir justement travailler en termes d'export et en termes d'import aussi. Hein. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, pour pouvoir exporter, donc nous avons toujours besoin des intrants, et ça c'est on va dire, c'est un processus qui est connu à l'échelle mondiale. Tout le monde importe des composants, tout le monde importe donc des intrants pour pouvoir justement fabriquer et industrialiser donc un produit fini. Donc là, sans trop tarder à rentrer dans les détails, dans un premier temps, donc on va aborder la partie importation. Et donc, il y a eu des frayeurs, notamment par la nouvelle note émanant de la BEF concernant certains tarifs douaniers. Et par la suite bon, je crois qu'il y a eu un rectificatif qui a été émis pour expliquer que l'importation, la restriction de l'importation ne touche
que les produits de vente en état. Et par la suite, on va aussi parler de l'exportation parce que c'est aussi un sujet très important et que nos opérateurs économiques attendent avec beaucoup d'impatience, on va dire. Donc, tout à l'heure, avant de commencer, donc, on a eu une discussion avec M. Boublenza, qui est dans l'export, qui exporte essentiellement ses produits. Et il a beaucoup de questions parce qu'il y a un petit flou qu'on n'arrive pas à dégager et qui n'arrive pas à se dégager et qu'on aimerait bien en débattre aujourd'hui. Je crois que j'ai trop parlé, donc je donne la parole sans transition, on va dire, à M. Ferrouchi, qui va nous expliquer un peu, qui va se présenter au même titre que M. Meddah, tout à l'heure, et qui va nous expliquer un peu le fond de ce questionnement c'est pour rappeler un peu le nouveau cadre réglementaire qui régit aussi bien l'importation que l'exportation. Je vous donne la parole et bon Wibayoun à tout le monde. À tout à l'heure. Merci, monsieur Jamaldine. Bonjour tout le monde. Je salue ceux que je connais, mes amis Boublenza, monsieur Mdahi et les autres que je ne connais pas et que j'ai le plaisir de rencontrer à travers cette plateforme. Mon intervention, je vais me limiter peut-être à... Je vais me concentrer sur les dispositions du décret de 2021, le 2194, qui a prévu quelques nouvelles mesures, quelques nouvelles conditions pour les opérateurs concernés par les opérations d'importation de marchandises destinées à la revente en l'état. J'ai déjà fait un papier que je vous ai transmis dans lequel je vous ai mis un petit peu toute mon analyse sur ce nouveau dispositif. En définitive, j'ai rappelé l'historique. L'Algérie, depuis 2014, elle connaît quelques difficultés financières et notamment pour ce qui concerne sa balance commerciale ou sa balance de paiement. Donc, le pays a dû prendre quelques dispositions pour sauvegarder sa balance de paiement. Il y a également des dispositions prises à l'interne pour essayer d'obtenir des équilibres intérieurs comme les équilibres extérieurs, des équilibres financiers, je pense. Et, et des mesures ont été prises pour ce qu'on appelle des mesures de sauvegarde ou des mesures de sauvegarde de la balance commerciale. On a mis en place des licences, on a augmenté certains droits de douane, on a gelé l'importation de certains produits. Tout ça, ce sont des mesures liées au commerce extérieur. C'est des mesures qui sont destinées à réduire le volume des importations et à sauvegarder notre facture d'importation. C'était clair parce que ce sont des mesures qui ont frappé la marchandise. Par contre, en ce qui concerne ce décret de 2021, le 94-21, celui-là, il est venu régler le statut d'une catégorie d'opérateurs, ceux qui activent dans les opérations d'importation pour la revente en l'état. Je reviendrai tout à l'heure sur cette qualification. Mais toujours est-il que les dispositions de ce décret ont mis de nouvelles conditions pour que ces opérateurs puissent exercer convenablement leurs activités. Ils les obligent à se réinscrire au registre de commerce, en précisant qu'il s'agit cette fois d'un registre de commerce électronique, mais en fait, c'est une disposition qui existe depuis très longtemps. Tout le monde doit normalement disposer d'une inscription au registre, d'une immatriculation au registre de commerce de sous la forme électronique. Ça existe, et on n'avait pas besoin de ce décret pour le savoir. Il leur demande de signer un cahier des charges dont le modèle a été annexé au décret, où il n'y a rien d'exceptionnel dans le cahier des charges. C'est un cahier des charges d'une simplicité extraordinaire. Toute entreprise, tout opérateur sérieux pourrait se souscrire à ce cahier des charges sans entrave, sans faire beaucoup d'efforts. Et il exige toujours le certificat de respect aux engagements. C'est un document qui existait, mais qui n'avait pas
certificat de respect aux engagements, mais les engagements, on ne les connaissait pas. Maintenant, on les connaît à travers le cahier de charge. Donc, ça tombe sous le sens, je trouve que tout ça, c'est bien. Il n'y a pas de souci. Ça me permet de conclure que les dispositions de ce décret, a priori, n'ont rien à voir avec le commerce extérieur. C'est plutôt une opération d'assainissement ou de professionnalisation de ces opérateurs, de ceux qui sont spécialisés dans l'import pour la revente en l'état. On essaye d'en faire des opérateurs très professionnels qui disposent de moyens, de personnel, qui ont des engagements qui sont clairs dans leur dossier administratif. Donc, pour ce qui me concerne, sur le plan théorique, c'est une mesure qui n'a rien à voir avec le commerce extérieur. C'est une mesure qui a juste un aboutissement que je dirais positif par rapport aux opérateurs algériens qui sont dans l'import de marchandises destinées à la revente en l'état. Il est évident que d'autres actions ont été menées qui ne figurent pas sur le décret. Ce sont des actions qui ont touché la nomenclature des activités économiques. C'est-à-dire que le ministère, parce qu'il dispose de la faculté de changer cette nomenclature, ou du moins de la mettre à jour sur la base d'un arrêté, le ministre. Donc, ce changement de la nomenclature pourrait faire en sorte que des opérateurs soient un peu gênés, mais sans qu'ils puissent leur interdire d'entamer leur activité librement. Je reconfirme ma lecture de ces dispositions. Ce n'est pas dans un but de commerce extérieur de limiter les importations, c'est plutôt dans le but de professionnaliser les opérateurs concernés. Voilà ma lecture sur ces dispositions. Je reviendrai peut-être plus tard dans la discussion sur les autres aspects et notamment, j'aurais voulu partager avec vous une réflexion. Aujourd'hui, il est vrai, il est évident que l'État algérien est devant quelques problèmes majeurs relativement à sa balance de paiement. Il est tout à fait normal que l'État puisse prendre des actions pour essayer de rééquilibrer sa balance. C'est logique. Il est également évident que l'État puisse prendre quelques dispositions pour sauvegarder la production nationale ou l'industrie nationale ou l'agriculture, comme le font tous les États à travers le monde. C'est tout à fait légitime. Seulement, moi, je me pose une question. Il est arrivé à un moment de notre histoire où, en Algérie, on a mis en place une catégorie de commerçants qu'on appelle aujourd'hui les importateurs pour la revente en l'état. En fait, cette catégorie, elle a été créée, c'est vrai que sur le plan juridique, elle existe, mais je remets en cause, et je l'ai toujours fait d'ailleurs, même quand j'étais en fonction, je remets en cause l'existence d'une telle catégorie d'opérateurs, de commerçants. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le commerce, on distingue les grossistes, peut-être le demi-gros, et les détaillants. On distingue également les industriels, ceux qui produisent des biens et des marchandises pour les vendre. Créer une catégorie spécifique aux opérations d'importation, je trouve que c'est une erreur de la part de l'administration. C'est une erreur qui a un double effet. Le premier effet, c'est qu'à chaque fois qu'on a des difficultés, on va s'abattre sur cette catégorie d'opérateurs. Donc ça devient en quelque sorte un haro sur les importateurs. Alors qu'on sait très bien que dans cette catégorie de commerçants, il y a des gens très bien qui fournissent un travail magnifique et qui aident au développement économique du pays.
Il faut toujours ouvrir les portes de notre marché à l'importation lorsque elle est nécessaire, lorsqu'elle est bénéfique pour l'économie nationale. Il n'y a aucun problème. Mais le deuxième souci que je veux partager avec vous, bien que ça n'intéresse peut-être pas beaucoup de monde, c'est le fait que on a fait une catégorie de commerçants qui sont les mieux lotis, en fait, en Algérie. Les importateurs disposent des meilleures places, des meilleures infrastructures, du meilleur personnel, du meilleur matériel, de la meilleure infrastructure, et ils ne font que de l'importation. Alors que nous avons des producteurs nationaux qui ont peut-être qui ont beaucoup de mal à faire écouler sur le marché leurs marchandises. Les meilleurs acteurs pour faire écouler leurs marchandises, ce sont bien ces importateurs. Mais ceux-là, ils ne peuvent qu'importer. Ils ne peuvent pas acheter sur le marché national. Et je trouve que vraiment, c'est un grand dommage qu'on fait subir à notre économie nationale et à notre marché et à nos industriels. On pourrait peut-être, pour rééquilibrer les choses, revenir à la question de l'exportation, imaginer peut-être la même solution. Des gens qui ne peuvent travailler que dans le domaine de l'exportation. Mais ce sont des gens qui peuvent être dotés de moyens humains, matériels, financiers extraordinaires pour qu'ils puissent mener leur mission convenablement. Je suis à votre disposition, je reviendrai sur d'autres points si vous permettez. Merci. Merci beaucoup, Silias, de cet exposé. Nous avons appris des choses, réellement. Je vous remercie beaucoup. Pour les questions, donc, on attend l'intervention de M. Meddah. Et par la suite, donc, on revient vers ceux qui veulent poser des questions, bien entendu. Donc, maintenant, c'est à vous, M. Souhil Meddah. Donc, si j'ai bien compris depuis le début, d'ailleurs, vous avez une lecture beaucoup plus, on va dire, financière sur la question des imports et des exports, on va dire le flux financier, comment, on va dire, comprendre ce mouvement-là, ces mouvements-là plutôt. Je vous laisse la parole et on revient donc après votre intervention pour poser des questions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Abdallah. Merci tout le monde. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour à ceux que je connais, Le ceux son est que un je peu connais. faible, hein, monsieur Mda. Ah, Le son est d'accord. faible. Je peux. Et comme ça, c'est bon, Oui, c'est mieux comme ça, oui, c'est Ah, mieux. c'est mieux parce que je dois tenir. Oui. Alors, merci tout le monde. Merci, Monsieur Abdallah. Merci à tous les intervenants, Monsieur Farouki. Donc, bon, pour commencer, je voudrais enchaîner sur la réflexion de Monsieur Farouki qui est très très intéressante sur le plan en concernant les importateurs, concernant les conditions dans lesquelles ils bénéficient de certaines conditions favorables et de penser aussi aux importateurs exportateurs qui à la fois importent exportent qui rentrent déjà c'est des activités des agrégats qui rentrent dans le cadre des instructions qui sont venues récemment et de dire aussi la professionnalisation de l'importateur qui devient importateur-exportateur ou bien d'avoir une plateforme qui fait du négoce, que ce soit à l'international ou sur la partie nationale, en intégrant plutôt la partie nationale. Moi, je voudrais revenir aussi sur les dispositions, notamment l'instruction 0621, le règlement aussi 00121, qui sont déjà en complément par rapport à le règlement de 2007 qui donnait exclusivement le pouvoir à la politique monétaire, c'est-à-dire à la Banque d'Algérie, de gérer les recettes à l'exportation et de les convertir, soit partiellement ou totalement pour le compte des exportateurs en dinars.
ce règlement qui est venu, donc il a, d'après ma lecture, ma réflexion, il a donné deux cas de figure ou bien deux catégories. Il a classé les acteurs concernés par ce règlement, il les a classés en deux catégories. D'abord, les commerçants au sens propre, commerçants qui sont soumis à qui ont l'autorisation, le droit d'ouvrir d'avoir des comptes devises, soit pour une seule monnaie ou plusieurs comptes devises et qui sont soumis à des règlements de domiciliation et de respect de la domiciliation et puis des délais de recouvrement. Et il y a une autre catégorie. Alors, la première catégorie, si je peux revenir, elle concerne les commerçants qui actifs dans le domaine de l'exportation des biens, beaucoup plus des biens, que ce soit des biens qui sont produits localement, ou bien j'aimerais revenir à une autre réflexion moi aussi, ceux qui peuvent développer des plateformes de négoce, comme on voit dans des autres zones franches. Et vous avez la deuxième catégorie qui est touchée par ce règlement, c'est les non-commerçants, les opérateurs non-commerçants ou les startups. C'est-à-dire, vous parlez des startups, donc on a les startups qui sont, c'est très large comme concept parce que les startups, on peut les avoir dans le cadre numérique du service numérique ou bien on peut les avoir dans un autre cadre qui est attaché aussi au secteur industriel, secteur de la manufacture, etc. Et vous avez les non-commerçants. Donc, dans les non-commerçants, on peut intégrer beaucoup de classes. Vous avez des gens qui vendent des services, vous avez des gens qui peuvent aussi d'intervenir dans le cadre du conseil, des avocats, etc. Donc, ceux-là ne sont pas soumis à une obligation de domiciliation, mais seulement à faire une déclaration avec un détail sur le quantitatif et les rubriques qui sont facturées. Donc, ça pour les secteurs, mais pour avoir une petite lecture préliminaire par rapport à cette disposition, moi je pense que ces dispositions-là, ce règlement et cette instruction sont venus dans un cadre où on veut intervenir dans la réforme structurelle notamment en essayant de désengager partiellement, ne serait-ce que partiellement, la partie de l'engagement de l'épargne institutionnelle publique, notamment les réserves de change, et de laisser une partie des transactions qui sont faites à l'international, à l'extérieur, vis-à-vis du commerce extérieur, que ce soit en importation ou en exportation, les laisser les laisser s'exercer avec les règles du marché, les règles de la marge, les règles des business et des profits. Il y a aussi un autre aspect qu'on voudrait euh, accompagner les opérateurs, c'est-à-dire leur émancipation sur le plan international, sur le plan des transactions internationales. Mais ça n'empêche pas que ça les oblige aussi à respecter des règles strictes parce qu'on ne parle pas, par exemple, pour les importations, quels sont les modes de paiement qui sont utilisés. En tout cas, moi, ma réflexion des choses, je n'ai pas vu un changement vis-à-vis de l'instruction 06/2021 et aussi sur le fait que les opérations qui sont inscrites au débit ou au crédit, c'est-à-dire des comptes qui sont crédités, donc toutes les transactions, toutes les valeurs monétaires en devises vis-à-vis des exportations, toutes les recettes, j'allais dire, les autres recettes aussi qui concernent les avances, et vous avez aussi d'autres recettes qui peuvent arriver d'un autre compte devise ou bien d'un compte CEDAC. Bon, pour le compte CEDAC, je n'ai pas très bien compris pourquoi on intègre aussi dans cette partie-là, parce que c'est des comptes qui sont convertibles. Vous avez aussi nous avons aussi le fait que si on n'a plus de ressources sur le compte, on peut
à ce moment-là, faire appel au marché interbancaire de change pour acheter des devises. Et c'est là où un petit peu le problème peut se poser sérieusement. Il peut se poser vis-à-vis de la conversion, vis-à-vis du coût du dinar, parce que une fois qu'on est dans un espace où on utilise les valeurs monétaires devises extérieures pour les importations et les exportations des biens, on peut pratiquement on peut toujours maîtriser les coûts. Mais une fois qu'on fait appel au marché interbancaire de change, le coût va changer et donc là, l'élément compétitivité peut être remis en cause. Il y a un autre point que je voulais aussi, je n'ai pas vu dans l'instruction ni dans le règlement, c'est lorsqu'on a deux monnaies étrangères qui sont, si on achète en euros et on vend en dollars. Ça, ou si on achète en dollars et on vend en euros, je sais que la conversion entre les deux, elle est de 1,20, 1,10. Il y a déjà de l'inflation entre l'euro et le dollar parce que l'euro, il est surapprécié ces derniers temps. Donc ça, c'est les remarques que j'ai mis. Et puis, pour le reste, l'instruction, elle est claire. Elle donne, donc, elle explique les transactions qui sont acceptées, d'autres qui ne sont pas acceptées. Peut-être que je reviendrai tout à l'heure dans le détail par rapport aux questions. Nous avons aussi quelques limites à noter. Si nous avons des investissements à acheter, donc nous devons passer par la réglementation classique. Si nous avons par exemple des acquisitions en leasing qu'on veut acquérir à partir de l'extérieur, parce que je parle des commerçants qui peuvent être aussi qui peuvent être aussi inscrits un domaine industriel. Pour les non-commerçants, aussi, j'ai une question sur la digitalisation, plutôt, c'est une réflexion sur la digitalisation et l'usage des cartes, notamment corporate à l'international, parce que généralement, ces acteurs-là utilisent beaucoup de déplacements, de frais de déplacement, etc. Un autre point qui m'a un peu concernant les 20% de frais d'exploitation pour l'exportation, soit en frais de gestion ou bien en frais de promotion, euh, là, on n'arrive pas à définir cette valeur aussi facilement parce qu'on a d'autres paramètres qui sont liés aux marges, aux coûts. Qu'est-ce qu'on va distribuer comme bénéfice? Qu'est-ce qu'on va avoir comme plus-value? Ces réflexions qui sont qui sont pas très très claires par rapport à la réglementation, par rapport aux dispositions. Euh, les, aussi pour les cas ou bien pour les conditions de de plutôt les conditions qui permettent aux opérateurs de s'inscrire dans cette orientation, dans cette perspective. Nous avons aussi les possibilités de s'ouvrir. Ça, c'est parmi les conditions. Les possibilités de s'ouvrir sur les investissements à l'étranger, euh, les possibilités de vendre à l'étranger, d'avoir des marchés de transit euro-africains, par exemple, d'avoir des valeurs mobilières sur d'autres investissements qui sont à l'étranger, mais ils sont touchés par une autre réglementation, que ce soit pour les modalités d'investissement à l'étranger qui doivent avoir l'aval du Conseil de la monnaie et du crédit, l'autorisation plutôt. Et si on a des investissements qui viennent ici, notamment c'est des investissements en IPE, en portefeuille, aussi ils sont soumis par une autre réglementation qui date de 2000. Euh, pour basculer sur un autre point, dans le cadre des exportations, nous avons un autre point qui est très important, c'est celui du shipping international. Ces derniers temps, on a vu que le transport maritime, le fret maritime, il accuse un déficit énorme en matière d'offres
la scène internationale. Nous avons des compagnies qui n'arrivent pas à répondre aux besoins des demandeurs. Et là, cette politique d'aller vers une exportation rapide, d'aller vers une politique rapide, d'aller rapidement vers une politique de développement des exportations va sûrement se heurter à des situations où les coûts vont être volatiles, vont être très, très... il va y avoir de la marge, il va y avoir des écarts très, très importants sur ce plan-là. Pour terminer, je voulais aussi aller sur les, les opportunités, ou plutôt sur les risques qui sont par rapport aux exportateurs. Les risques, il y a des risques sur les marchés extérieurs, notamment que certaines zones qui sont réputées pour être des zones qui ne sont pas très, qui ne respectent pas de façon claire la réglementation internationale ou bien les relations commerciales. Ça fait partie des risques pour les exportateurs et on attache ça aussi aux dispositions ou bien aux conditions du règlement et aux conditions de l'instruction qui obligent les exportateurs à faire leurs encaissements, à faire leur recouvrement dans les délais réglementaires, sinon ils vont avoir les règlements convertis directement en dinars. Ça fait partie des risques. C'est dans le cas où on est sur un marché qui ne respecte pas avec des acteurs, on tombe peut-être sur des acteurs qui ne respectent pas les délais de paiement. On peut être confronté à ce genre de situation. Et bien sûr, je veux revenir aussi au fait que, et dans le même cadre, le rachat du dinar aussi, ça va être pour l'instant l'un des risques, l'un des facteurs de risque sur le coût, surtout en matière de compétitivité. Si on est sur des contrats, pour quelques exportateurs, notamment s'ils sont sur des contrats qui sont fixes, qui sont à moyen terme avec des prix fermes, ils peuvent aussi avoir ce risque de parité qui va leur coûter euh, très cher. Merci. Merci beaucoup. Excusez-moi, hein. Excusez-moi. Merci, c'est Souhail Meddah, donc pour cet exposé. Je crois que le décor est planté, hein, donc maintenant, moi je vais faire un petit commentaire et quelques questions avant de donner la parole à tous les participants. Donc, ceux qui veulent poser des questions n'ont qu'à s'exprimer en levant la main ou je sais pas, ou par chat. Et on leur donne le micro carrément. Donc, on vous laisse vous exprimer oralement, si vous voulez, pour poser votre question. Mais avant cela, donc, je voudrais faire un petit commentaire par rapport à l'exposé de M. Ferrouchi et lui poser une question en demeurant. Et je voudrais aussi poser une question à M. Meddah. Donc, le commentaire que je voudrais faire concernant donc, ce que venait de détailler donc, M. Ferrouchi à propos de l'exportation en général et comment la limiter parce que nous connaissons des difficultés aujourd'hui, effectivement, donc sur la balance commerciale et aussi l'équilibre de la balance des paiements. Il est clair que l'État est de son devoir donc, de prendre les choses en main et stopper donc, tout ce qui est inutile. Voilà, on va dire ça comme ça. Par contre, revenir un peu sur la structure des importateurs. Il est vrai que l'importateur en Algérie donc, jouit d'une structure extraordinaire parce que le système établi ou le modèle qu'avait donc choisi le pays à un moment donné, surtout après 2009, vous m'aurez compris, donc on a privilégié l'importation sur l'industrialisation et sur l'industrie, si je puis dire. Et donc, on va dire qu'on a donné plus d'autorité à l'importateur qu'à l'industriel, bien entendu. Mais aujourd'hui, ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi on a cette façon de faire et quand on change de modèle, on détruit ceux du modèle précédent. Détruire, bon, peut-être que c'est un mot un peu fort, mais pourquoi on lèse donc, les gens qui avaient de belles structures. Par exemple, aujourd'hui,
au lieu d'imposer, à mon sens, je parle, hein, c'est mon avis, hein, au lieu d'imposer à ces gens-là d'autres registres de commerce pour pouvoir importer d'autres produits, bon, c'est vrai que l'idée est séduisante, hein, c'est pour les professionnaliser et tout ça. Mais pourquoi ne pas le laisser, par exemple, en disant, voilà, vous pouvez ramener deux familles, importer avec un même registre de commerce deux familles ou trois familles ou quatre familles de produits, à condition que vous essayez à l'exportation, par exemple. Et ça, c'est une bonne manière donc d'intéresser, si l'on veut, l'opérateur économique. Et puis, c'est une bonne chose pour le pays aussi, hein. Si, avec ces structures-là, tant développées, il aura beaucoup moins de mal, je dirais, d'exporter des produits algériens. Enfin, c'est ce que je pense, hein, d'accord. Maintenant, la question que je voulais donc poser à M. Ferrochi, c'est que ça nous est arrivé à nous, hein. Nous nous sommes essayés donc à exporter des produits en Afrique. Il n'y a même pas une année, hein. Et bien entendu, on a attendu, comme annoncé, le 1er janvier 2021 pour pouvoir donc profiter, si l'on veut, de la zone de, comment on appelle ça, l'union douanière, pardon, avec tous les pays africains. Il s'est avéré que certains n'ont pas ratifié, d'autres, on ne sait pas. D'ailleurs, le pays là où on a exporté, donc on ne sait pas. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas s'ils l'ont ratifié ou pas. Et puis, donc, une manière de traiter les dossiers de chez eux, chez l'importateur sur place. Donc, on n'a jamais compris comment il a payé ses droits de douane. C'est à la tête du client, en fait. Voilà, c'est un peu ça, hein. Donc, je voudrais savoir, bon, ça c'est connu, hein, à travers plusieurs pays dans le monde. Euh, la question n'est pas à ce niveau-là. Moi, je voudrais savoir sur quelle disposition devions-nous reposer quand il s'agit de ce genre de problème. Est-ce que l'État ou le ministère en charge de ces actions et de ces opérations a prévu quelque chose pour pouvoir justement prémunir de ces dérives, on va dire. La question que je voudrais poser à M. Meddah, et je vous cède la parole à tous, c'est de nous en parler un peu plus de ce qu'il pense. Je sais, parce que c'est une lueur, c'est-à-dire utiliser la manne en devise pour l'acquisition, j'allais dire, d'actions à l'étranger ou d'investir à l'étranger. Pour moi, ça reste pas très clair, mais en fonction de ces règlements, moi, je pense qu'on s'achemine vers ça. Je voudrais bien savoir ce que vous en pensez. Merci beaucoup, hein. Je commence ou... Oui, est-ce que M. Ferrochi voudrait Oui, répondre? oui. Oui, allez-y, monsieur Ferrochi. Oui, est-ce que vous m'entendez? Ça va? Oui, oui, très bien. Je me suis déconnecté. Voilà. Vous avez d'abord parlé d'un problème d'exportation de manière générale. Vous avez entièrement raison. Vous voulez que l'État profite de l'existence de certains grands opérateurs en matière d'importation et qui puisse en bénéficier pour développer son export au lieu de leur demander de créer de nouveaux registres de commerce pour pouvoir importer d'autres produits. C'est une très bonne approche, effectivement. Je vous ai dit tout à l'heure que je reviendrai sur cet aspect de la qualification de certains commerçants d'importateurs pour la revente en l'état. Ça n'existe nulle part ailleurs, je pense. Et quand on a commis cette erreur au départ, dans les premières années, maintenant, on est à l'intérieur, en quelque sorte, à l'intérieur d'un piège. Je vous ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on a des problèmes, on va tout de suite se rabattre sur cette catégorie d'opérateurs, les importateurs de marchandises pour la revente en l'état. Ils sont faciles, ils sont distingués par un registre de commerce spécifique. Alors que normalement, on aurait dû traiter les questions de limitation des importations à travers la marchandise, sans toucher au statut de la personne. Voilà l'erreur. Et maintenant, chaque année, chaque fois qu'on a des problèmes, on va essayer de trouver des parades pour limiter les importations, bien que
dans le cas spécifique du décret de 2021, ça n'apparaît pas comme une mesure de restriction quantitative ou qualitative, c'est juste une professionnalisation, mais toujours est-il, ce n'est pas fait comme ça de manière... Il y a un petit souci de restriction qui est recherché à travers ce dispositif. Il n'apparaît pas juridiquement, il n'apparaît pas théoriquement, mais dans la pratique, le fait de les gêner, de leur faire perdre quelques mois pour se réorganiser, pour se conformer à ce dispositif, on gagne 3, 4, 5 ou 6 mois d'importation gelée. Voilà un petit peu l'approche. Tant qu'on ne sort pas de ce problème de qualification de la personne qui importe, c'est-à-dire au lieu de se concentrer sur la marchandise importée, que ce soit sa valeur, sa qualité ou sa quantité, c'est comme ça qu'on peut limiter les importations, on va chercher des poux dans la tête des opérateurs, des commerçants. On aura toujours des difficultés, on aura toujours des problèmes et on aura toujours des surprises. Je vous comprends en tant qu'opérateur, c'est surprenant pour vous qu'on change la nomenclature des activités économiques, qu'on la triture uniquement pour limiter votre champ d'intervention. C'est surprenant, effectivement. Mais il ne faut jamais oublier que sur le plan juridique, vous avez le droit de vous conformer et de créer autant d'entreprises que vous voulez, d'avoir autant de registres de commerce que vous voulez et d'importer tous les produits qui figurent sur la nomenclature. Ça, c'est le plan juridique. Maintenant, les approches. Pour ce qui concerne le continent africain, il y a la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, qui prévoit en elle-même, il y a d'autres négociations pour l'union douanière africaine. Je crois qu'on n'a pas encore atteint l'union douanière. Et ce n'est même pas soumis à ratification. Ce qui a été soumis à la ratification, c'est la zone de libre-échange continentale africaine. Le principe de créer une zone existe. Les négociations sur les marchandises et les services se poursuivent. Quand même, si c'est une cinquantaine de pays, la grande majorité a ratifié la ZLECAf. Mais la grande majorité n'a pas encore arrêté les listes des marchandises et des services qui seront libérés. Il y a encore beaucoup de travail à faire. L'exportation vers l'Afrique, elle est très intéressante. C'est un très grand potentiel, mais il faut prendre son mal en patience. Vous savez que à travers le monde, on a commencé par le GATT dans les années 40, ensuite on est allé à l'OMC, et jusqu'à ce jour, vous ne l'ignorez pas, il y a de gros problèmes au niveau de l'OMC. Les accords sont battus en brèche par tous les pays et les pays fondateurs de cette organisation. Ils sont en train de battre en brèche les accords de l'OMC. Pratiquement personne ne respecte les accords. Pratiquement. Ça pour ce qui est de l'exportation. En termes de plateforme juridique ou d'ancrage juridique à l'exportation. Mais en fait, le problème de l'exportation, pour ce qui concerne l'Algérie, c'est un problème très, très particulier. Pourquoi? La première des choses, c'est que nous sommes un pays qui est habitué à l'importation, mais une importation qui est un peu particulière. N'oubliez jamais que nous sommes devenus un très grand pays importateur après 4 décennies de fermeture du marché algérien. C'était une aubaine pour les Algériens de pouvoir disposer de biens, de marchandises, de produits et même de services de l'étranger. Donc, on était avide de pouvoir toucher le produit étranger et ça a marché. Au début, dès qu'on a ouvert le commerce extérieur, il y a eu de très grandes opérations d'importation, mais c'était beaucoup plus du n'importe quoi. Ce n'était pas des choses utiles à l'économie, à l'industrie.
ou à l'éducation ou à la santé. C'était parfois, c'était parfois un jeu importé. Donc, les premières mesures prises par l'État, c'était de ralentir un petit peu cet essor des activités d'importation. Et c'est comme ça qu'on a créé ce statut d'importateur pour la revente en l'État. Et on a essayé d'en faire d'abord des sociétés une exigence des personnes morales. Juridiquement, c'est possible, mais seulement c'est grave. On a poussé à l'extrême les conditions. Parce qu'une personne physique peut très bien avoir un registre de commerce d'importateur. Rien ne devrait l'empêcher. Mais on a exigé que ce soit une personne morale. On a exigé à ce que cette personne morale ait un capital bien défini. Ensuite, on est revenu sur la question. Dès qu'on commence par, par rater la cible, on continuera toujours à rater la cible. Il est très difficile de revenir sur le bon chemin. C'est pour ça que je vous dis la réflexion sur ce qualificatif ou ce registre de commerce spécifique aux importateurs est un problème en soi et qu'il faut revenir à la base de ce problème pour essayer de trouver de bonnes pistes. À chaque fois, dès que notre balance de paiement, notre balance commerciale connaîtra une augmentation de déficit, on va revenir sur ces commerçants. Alors que peut-être ils n'ont rien à voir dans ce déficit. Parce qu'on sait très bien que le déficit peut provenir d'autres activités, même les industriels. Vous l'avez dit vous-même, monsieur Djameldine, tout à l'heure, vous avez dit qu'on a besoin d'intrants pour notre industrie, pour notre machine de production nationale. Et, et peut-être que les importateurs industriels, c'est-à-dire ceux qui sont dans le fonctionnement, pèsent plus lourd que les importateurs pour la revente en l'État. Et je suis certain d'une chose, la professionnalisation de l'importateur, elle ramènera beaucoup de bien à l'économie nationale et aux consommateurs algériens. Parce qu'un importateur professionnel fait les bons achats en termes de prix, en termes de qualité et en termes de disponibilité du produit. Parce que c'est un professionnel, c'est quelqu'un qui dispose d'infrastructures, qui dispose de beaucoup de moyens pour agir convenablement. C'est pour ça que j'ai un petit peu applaudi à l'idée de professionnaliser cette activité. Il faut reconnaître que sur le marché algérien, on a une quantité d'importateurs, mais qui n'ont rien à voir avec ce métier. Et surtout, quand on voit que quelqu'un importe des produits agricoles tantôt, et 3 mois plus tard, il importe des dispositifs électroniques ou des dispositifs médicaux. Et là, c'est un peu grave. Donc, ça dénote un petit peu du manque de professionnalisme. C'est du commerce, du souk, du commerce de bazar. Ce n'est pas un commerce scientifiquement établi. C'est pour ça que j'applaudis un petit peu aux dispositions du décret. Au moins, nous avons un cahier des charges dans lequel il y a quelques petites conditions. Le fait d'exiger 2 employés, c'est loin d'être le cas d'un importateur professionnel 2 employés. Je sais que les importateurs professionnels disposent de centaines d'employés. Mais le fait d'exiger au moins 2 employés, c'est déjà un bon début. Quant à l'exportation, je reviens vers les problèmes de base. Les problèmes de base, pour exporter, moi j'ai toujours dit que pour exporter, il faut avoir un excédent de production. Sauf pour les multinationales, des très grands groupes internationaux qui puissent mettre une partie d'usine en Asie, l'autre partie en Europe, une troisième partie en Afrique, et les 3 productions sont jumelées quelque part en Europe et destinées au marché mondial. Ils ont des capacités immenses, ils font ça pour des gains fiscaux ou parafiscaux. Ils peuvent le faire chez eux, aux États-Unis ou en Europe occidentale, mais ils font cette gymnastique pour gagner un peu plus d'argent à travers les avantages fiscaux ou parafiscaux ou juridiques qu'ils peuvent obtenir dans certaines parties du monde.
Mais le commerce extérieur en lui-même, c'est l'exportation. L'importation, ce n'est pas du commerce extérieur, c'est du commerce intérieur. Le commerce extérieur en lui-même, par définition, c'est l'acte d'exporter. Et on est censé exporter lorsque on a saturé le marché dans lequel nous activons et qu'on a, on a des stocks de marchandises en plus, c'est-à-dire qu'on pourrait être amené à fermer nos usines si on n'exporte pas, si on ne trouve pas des marchés extérieurs. Voilà ce que c'est que l'exportation, à mon avis. Chez nous, en Algérie, il y a de la production, je le reconnais. Il y a des choses, de produits de bonne qualité et à bon prix. Mais dire qu'il y a un excédent de production, c'est faux. C'est vraiment faux. Toute notre production est limitée à un marché qui ne pourrait même pas dépasser la région du Maghreb. Pour pouvoir dire qu'on est des exportateurs, c'est les exportateurs qui vont ramener l'infrastructure logistique. C'est les exportateurs qui vont ramener que les compagnies maritimes travaillent avec nous, qu'on peut négocier avec elles les prix, qu'on peut négocier avec elles les modalités et les conditions de transport. C'est les exportateurs qui peuvent, à travers leur excédent de production, qui peuvent exiger à ce que les compagnies aériennes mettent à leur disposition des avions cargo. C'est les exportateurs qui peuvent exiger de la Banque d'Algérie d'aller un peu plus loin dans euh, dans ses règlements et dans ses instructions pour libérer encore plus les exportateurs. Parce qu'en définitive, l'État voit les équilibres d'une autre manière. L'administration et l'État regardent d'un autre angle que les opérateurs. Que rapportent ces opérateurs qui sont exigeants aujourd'hui? Et quand il fait le calcul, même si on les aide beaucoup, ils rapportent peut-être un cinquième ou un dixième ou un vingtième au maximum de la facture d'importation. Il faut prendre conscience que chacun dans sa place décide à travers son angle de vue. Et Merci, Monsieur Ferrochi. Je oui, crois qu'on devrait laisser un peu aussi donc les participants à poser des bien sûr, questions. bien Si sûr, vous voulez bien, on revient vers vous. avec Essayons d'être plaisir. un peu bref maintenant parce que il y a des gens qui ont certainement des questions et donc il faut qu'on gère un peu le temps aussi, s'il vous plaît. À vous la Absolument. parole, Monsieur Medda. D'accord, rapidement, oui, je le pense, moi aussi, je pense que qu'on va vers une ouverture pour l'investissement à l'étranger. Mais bon, actuellement, notre réglementation, elle nous oblige de passer par l'autorisation du Conseil de la monnaie et du crédit, qui elle-même doit aussi obéir à certains impératifs, notamment aux données macroéconomiques, aux données qui sont inscrites au niveau de la balance des paiements. Notamment aussi sur le compte des capitaux, parce que nous devons également avoir, et là je reviens à votre webinaire de juillet dernier pour revenir pour faire le croisement des idées, que ce soit avec un pays ou bien dans un cadre plus large. Je pense qu'on va vers ce cheminement, mais vers le cheminement d'une ouverture pour l'investissement à l'international, mais je pense que ce n'est pas encore le moment qu'on commence déjà par une première étape. Déjà, on ouvre aux exportateurs de disposer de leurs avoirs en devises, d'utiliser, de faire les opérations d'importation directement et de disposer de leurs recettes en exportation. C'est vrai que les modalités de règlement, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une précision, est-ce qu'il y a d'autres points qui vont être précisés par l'autorité monétaire, je ne sais pas. Mais maintenant, si on revient plus concrètement à des opérations de rachat, par exemple, d'investissement à l'étranger, donc nous avons une réglementation qui définit ça, qui date de 2014.
Il faut que la société soit investisse à l'étranger dans un cadre complémentaire de ces activités. Il faut aussi qu'elle ait des prévisions de recettes recettes moyennes des 3 ans, équivalentes à peu près au montant de l'investissement. Si on va vers les titres, par exemple, les investissements en portefeuille, nous n'avons pas un cadre très précis sur ce plan-là. Donc, on l'intègre sur le même cheminement. Par contre, des investissements étrangers qui viennent chez nous, nous avons eu un cadre de 2000, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas un règlement plutôt de la Banque d'Algérie qui date de 2 avril 2000, mais qui actuellement n'est pas, on voit très bien au niveau de la bourse d'Alger, il n'y a pas de mouvement dans ce sens. Donc, pour faire, pour synthétiser, mettre une synthèse sur ça, je pense que on s'oriente vers un modèle plus ouvert, basé sur les offres, parce qu'on était pendant 2 décennies pratiquement sur la demande publique, la commande publique. Maintenant, on va vers un modèle beaucoup plus libéral, beaucoup plus basé sur les offres. On est en train de tester des pistes pour voir qu'est-ce que ça va donner sur, par exemple, cette première initiative. Ensuite, on va vers une deuxième, une troisième. Mais je ne pense pas, pour l'instant, je ne pense pas qu'on va s'ouvrir maintenant, mais l'objectif, il est dans ça. Par contre, les opérateurs dans cette perspective doivent, doivent se préparer pour ça, doivent se préparer, doivent se conformer à des lignes directrices, des lignes très claires, parce que quelle que soit la nature de la transaction, de l'investissement, ou quelle que soit la source de son financement, toujours il y a une autorité monétaire qui vous garantit quel que soit l'espace où vous intervenez. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Meddah. Merci pour ces éclaircissements. Nous allons sans plus tarder céder maintenant la parole méritée aux participants qui ont suivi sagement toutes les interventions. Et je sais combien sont nombreuses les questions, les cas de figure, les contraintes pratiques que vous rencontrez sur le terrain et que vous avez hâte de partager avec nous et pour lesquelles vous souhaitez justement des réponses si possible. Donc, je vais commencer par Madame Yaissi qui a exprimé le souhait de prendre la parole sur le chat. Donc, je rappelle à tous les participants que si quelqu'un souhaite prendre la parole, il nous l'indique à travers le chat pour qu'on puisse organiser la passation du micro. À vous la parole, Madame Yaissi. C'est bon, vous m'entendez? Si vous pouvez augmenter juste le volume, s'il vous plaît. Allez-y. Là, vous m'entendez? Très bien. Très bien. Bonsoir à tous. Je vous remercie pour l'initiative. Donc, je suis donc Hassina Yassi, je suis opératrice clinique dans l'importation de produits surgelés et ce depuis près de 20 ans. Si je rebondis un peu sur ce que a dit M. Ferroukri, nous, importateurs, nous subissons depuis 2009 des offres d'importation. En 2009, on a commencé déjà par l'exigence de la lettre de crédit en supprimant tout ce qui est transfert libre et remise documentaire. Donc, cela nous profitait aux fournisseurs étrangers, mais pas à l'opérateur économique local. OK, on a dit OK, pas de problème. On a marché avec les autorités de notre pays pour l'économie du pays. Nous n'avons pas d'autres pays. Et pour le jet de certains produits, système de quotas et de licences, c'est depuis 2014, comme l'a dit M. Ferré. Donc, on nous a dit importer ceci, pas cela. Il faut respecter et protéger la production nationale. OK, pas de souci, on marche avec. Pour ce qui est de qualification et de professionnalisation des importateurs, ça, à un moment donné, on nous a même demandé les CV du staff de la société, chose qu'on a remis
au ministère de l'Agriculture, dont nous sommes, qui est notre tuteur, et au ministère du Commerce. Ok, pas de problème. Après, l'idée a été abandonnée, mais on a toujours répondu présent à toutes les réglementations exigées par les autorités pour l'économie, encore une fois, du pays. Maintenant, et pour comme l'a dit encore M. Pelory, pour rééquilibrer la balance. Donc, le haro et l'acharnement sur l'importateur existent donc depuis 2009. Alors, or que l'importateur est un acteur très important dans l'économie du pays. À un moment donné, le ministère nous consultait et nous demandait même nos stocks pour réguler le marché, en nous disant, bon, il y a tant de stocks de ce produit, n'importez pas, importez plutôt ça, ça et ça, en réguler le marché. Ok. L'importateur, dès qu'il a l'idée d'importer un produit, il commence à payer les taxes, la taxe des impôts, qui était à 10 000 dinars par contrat ou par proforma ou par facture. Elle est devenue par facture et selon le montant de la facture et selon le taux du jour. Il passe, après, il doit approvisionner son compte à hauteur de 120% du montant de la facture en dollars ou en euros. Les 30 jours pour que le fournisseur vous charge votre marchandise, les 2% pour le trésor au dédouanement et la taxe additionnelle sur les produits qui est de 10 dinars par kilo pour certains produits. Me concernant moi, c'est le poisson. Nous avons plus de 2 personnels dans les sociétés. On ne peut pas avoir que 2 personnels, ce n'est pas possible. Nous les déclarons, nous payons tout ce qu'il y a à payer. D'accord? Donc, et pour diversifier les gammes, notre gamme, bien la gamme de tout importateur, nous achetons de chez les producteurs locaux. Donc, c'est aussi une valeur ajoutée. Si tout cela, nous n'apportons pas de valeur ajoutée à notre pays, je voudrais bien savoir ce que c'est. L'importation, c'est un métier, à mon avis, à part entière. Nous sommes partie intégrante de l'économie de notre pays. Encore une fois, nous n'avons pas d'autre pays. Nous n'avons que celui-là. Nous y travaillons, nous y vivons et on veut évoluer dans ce pays. Avec, bien sûr, l'augmentation du fret, ça, je ne veux pas trop détailler. Et pour que l'importateur passe au service ou à la production, il faut qu'on lui donne les moyens. Le demandant ces moyens, et nous sommes toujours dans l'attente de ces moyens. On veut passer à l'industrie, mais on attend toujours. Il y a toujours des oui, mais, attendez, on va faire ceci, on va faire cela. Donc, on est toujours dans l'attente. Nous continuons à importer. Excusez-moi, Madame Yaïsi, est-ce que vous auriez une question à poser ou c'est un commentaire par rapport à l'intervention? C'est pourquoi sur la nomenclature de l'activité. On avait un code d'activité pour l'agroalimentaire lié à l'importation de tout produit lié à l'alimentation humaine animale. Aujourd'hui, on nous dit non, ce code n'existe plus. Maintenant, il faut avoir un code pour les légumes, un code pour le poisson, un code pour le cheptel vif, un code pour... Donc, il me faut 5-6 sociétés pour activer dans mon secteur. Voilà. Est-ce que ça, c'est de l'économie? Ça, je ne sais pas. Je sais pas. C'est une question que je pose. Voilà. Merci beaucoup, Madame Yaïsi. Merci, c'est très clair. Merci. La parole est donnée à Monsieur Ferrochi. Je suppose que c'est Oui. une question qui lui est adressée. Oui, tout ce qu'elle a dit est tout à fait vrai, je le connais. C'est ce que j'ai un petit peu annoncé. J'ai dit que théoriquement et sur le plan juridique, ce n'est pas une restriction aux importations, les nouvelles dispositions du ministère du Commerce, mais en définitive, avec le truchement de la nomenclature des activités économiques, ça crée une gêne pour les importateurs et ça peut les retarder le temps de se conformer. Mais on ne leur a pas enlevé la possibilité de s'inscrire, d'avoir une nouvelle immatriculation au registre commerce et de continuer à importer
ces articles qu'ils ont perdus un petit peu dans leur registre de commerce. En fait, je reviens sur une idée. Quand je dis qu'il faut supprimer ce qualificatif d'importateur-revendeur l'État, on le remplace par quoi? On le remplace par un ancien qualificatif qui est le distributeur en gros. Mais anciennement, le distributeur en gros était spécialisé. Un distributeur en gros en quincaillerie, un distributeur en gros en bois et dérivés, un distributeur en gros en fruits et légumes, un distributeur. Et à l'origine, quand c'était distributeur, il y avait une spécialisation. Quand on est passé à importateur de marchandises pour la revente en l'État, on a perdu cette spécialisation, ce qui a permis à certains, bien intentionnés ou mal intentionnés, je ne le sais pas, à certains d'avoir des registres de commerce avec des codes d'activité, une liste de codes d'activité immense, non homogène et impossible à imaginer que quelqu'un puisse embrasser toutes ces activités à la fois et en même temps. Ce qu'elle reproche en tant qu'importateur professionnel, elle a tout à fait raison. Mais est-ce que tous les importateurs sont comme elle? C'est peut-être la question qu'il faut se poser. Voilà. Madame. Très bien, merci beaucoup. Je vais céder la parole à Monsieur Ahmani, qui est président de l'Association des producteurs algériens de boissons. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Je vais juste demander, s'il vous plaît, à ce que les questions soient brèves et claires et les réponses tout autant. Merci beaucoup. Allez-y, Monsieur Ahmani. Je vous ai envoyé une demande de rétablissement. Voilà, très bien. Ben, merci beaucoup. Tout d'abord, la question, d'abord, je m'excuse de ne pas avoir assisté au début à la présentation de l'IES. J'étais effectivement en train de rédiger un courrier pour poser le problème au ministère du Commerce et un certain nombre de départements ministériels concernant les interdictions d'importation sous les suppositions tarifaires autres. Le problème qui se pose est jusqu'à une certaine date donnée. Un certain nombre de décisions se prennent au niveau des administrations sans aucune consultation. La preuve en est que, par exemple, l'importation qui est sous la supposition tarifaire autre, et c'est une supposition tarifaire exigée par écrit par les services des douanes. Je prends l'exemple des laits infantiles. Est-ce que les laits infantiles ou les laits spéciaux sont produits en Algérie? La question, elle est là. Aujourd'hui, on interdit. Et c'est pour ça que j'étais en retard, j'avais fait un recours concernant cette interdiction. C'est que le problème de fond, jusqu'à quand devons-nous gérer notre économie par une administration? Ça veut dire que rien ne bouge s'il n'y a pas une autorisation écrite. On va revenir à l'ancien système ou à une déclaration de l'ancien gouverneur d'Algérie qui me disait que rien, c'est-à-dire que ce qui est autorisé est défini par le règlement de la Banque d'Algérie. Ce qui n'est pas défini par la réglementation de la Banque d'Algérie est interdit. Actuellement, c'est ce que nous risquons d'aller vers ce système. Une preuve supplémentaire, quand la BEF avait transmis dernièrement, pour ne pas dire la semaine dernière ou il y a une dizaine de jours, concernant la note sur l'interdiction d'importation, toujours pour la supposition autre. Ils ont même intégré les matières premières. Il a fallu qu'on saisisse, j'ai pris personnellement le téléphone pour aviser les structures concernées pour leur dire que vous risquez de fermer un certain nombre d'unités industrielles.
Je prends uniquement pour le secteur des boissons, certains intrants et matières premières, il y avait 59 sous-positions tarifaires qui étaient dans la sous-position autre. Est-ce que la sous-position autre a été définie par l'opérateur ou par l'administration? Ma question, c'est la même chose pour l'exportation. On a effectivement essayé de développer, il y a eu des séminaires, il y a eu des journées sur les exportations, il y a eu les assises, il y a eu des propositions qui ont été faites. Que deviennent ces propositions, ces recommandations? Quand vous voyez, je vous prends un exemple très simple. Vous avez sur un certain nombre de produits, pour exporter, il vous faut une attestation de conformité délivrée par une institution. Mais aujourd'hui, je prends l'exemple du vin. L'exportation du vin, nous avons des exportateurs de vin. Mais pour avoir ce certificat, il est délivré par l'ONCV. Parce que l'ONCV a été désigné par les institutions nationales, donc pour ne pas dire le ministère de l'Agriculture, pour délivrer cette attestation. Et quand vous saisissez l'ONCV, ils vous disent « je ne peux pas délivrer une attestation à mon concurrent ». Et pourtant, nous avons saisi les ministères concernés, le ministère du Commerce, le Premier ministre, on a saisi le ministère de l'Industrie pour attirer leur attention ou d'exiger en attendant, d'imposer à l'ONCV de délivrer ce document à tout exportateur. C'est-à-dire, le problème de fond qui se pose, c'est que nous sommes en train, malheureusement, d'administrer notre économie. Et merci. Je ne sais pas si M. Meddah ou M. Ferroukhi, vous souhaitez réagir. Je sais pas. Allô? Ah. Par rapport à la réglementation, je pense que M. Ferroukhi, il est plus. Par contre, moi, je voulais juste mettre ou un avis sur ce que disait Mme ici tout à l'heure, avant de revenir à monsieur. Par rapport aux importateurs, c'est vrai qu'ils sont des acteurs très actifs pour le marché intérieur, pour le marché national, parce que le marché a besoin de consommer, a besoin de beaucoup de choses, et il a besoin aussi d'être ressourcé en matière d'intrants. Mais la question, elle est beaucoup plus d'ordre macroéconomique, et je reviens à la macroéconomie pour pouvoir équilibrer la balance commerciale. Donc, il y a des indicateurs qu'il faudrait à la limite réguler, ne serait-ce que temporairement. C'est à ce moment-là où les opérateurs sont les premiers à être contraints de se conformer à des dispositions de restriction. Maintenant, pour la question de monsieur Hamani. voilà, à monsieur Hamani. Personnellement, je ne connais pas très bien la réglementation dans le cas qui vient de citer. Par contre, moi, ce que je peux dire, c'est dans un cadre très, très général, c'est vrai que les conditions d'exportation, il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi la réglementation de la Banque d'Algérie qui vous impose donc pas mal de cas. Et je parlais tout à l'heure des cas où on tombe sur des marchés qui ne sont pas très sûrs. Et moi, je connais aussi un cas avec un pays qui n'est pas très loin, qui est là en Afrique de l'Ouest. Je connais un cas où un exportateur il s'est retrouvé en train de payer les, ces dysfonctionnements qui ne relèvent même pas de notre juridiction. C'est vrai qu'en matière d'exportation, et je le dis dans un cadre général, hein, parce que je ne connais pas très très bien le point que vous venez de citer par rapport aux autorisations, par rapport à comment les attestations de conformité, par rapport à tout ça. Mais je pense que
même nous, en matière d'écosystème, on n'a pas des institutions qui sont déjà prêtes. Vous parlez maintenant de votre concurrent ou bien du concurrent de l'exportateur qui intervient, alors que, en principe, pour une affaire de conformité, s'il y a une institution qui est claire, qui est là, nous avons donc pour les normes industrielles ou de management ou de technique, nous avons des institutions telles que Algérie, Cliano, etc. Mais là, dans ce cas, oui, c'est vrai, ça fait partie de besoin de réguler un écosystème. Je reviens toujours à ce que j'ai dit tout à l'heure à M. Bardella, c'est que maintenant, on est en train de passer par des étapes où on essaie, on pose une initiative, on voit si cette initiative donne une plus-value, et on continue en même temps, on régule, on rajoute, et on ajuste les conditions. Donc, c'est tout ce que je peux dire à titre de réflexion, de remarque, bien sûr. Je comprends parfaitement votre question. J'espère que le son était bon cette fois-ci. Oui, oui, très bien. Vous avez bien, Je bien l'ai, écouté. oui, parce que je l'ai ajusté, oui. Très bien. Je cède la parole à M. Ferrochi pour réagir et ensuite je la passe à M. Mokhtar Bennour qui a également demandé à intervenir. Donc rapidement, s'il vous plaît, M. Ferrochi, pour donner le temps de faire participer les invités. Merci Myriam. Je salue pour ma part M. Hammani. Je l'informe que je ne suis plus fonctionnaire, je suis en retraite depuis maintenant 5 ans. J'ai compris dans ses propos qu'il me reproche. En ce qui concerne cette nouvelle décision de geler les domiciliations pour les sous-positions autres, je ne suis pas partie prenante, je ne comprends pas les tenants et aboutissants de cette décision. J'ai dit tout à l'heure que pour faire des restrictions à l'importation ou même à l'exportation, il faut agir sur le produit ou la marchandise. Là, c'est vrai qu'on agit un petit peu sur le produit ou la marchandise, mais en fait, on agit sur le tarif douanier. On est en train de geler une partie du tarif douanier. Je ne connais ni les tenants ni les aboutissants pour pouvoir répondre consciemment à notre cher ami Hammani. Mais en tout état de cause, il a tout à fait raison de dire que l'économie ne doit pas être administrée. Et il faut qu'il y ait un peu d'administration dans l'économie, mais l'administration doit être un peu éloignée. Les mesures de sauvegarde relèvent de l'administration, mais elle doit les convenir avec les opérateurs en place et les partenaires étrangers. Pas toute seule dans son coin faire sortir des mesures de sauvegarde ou des mesures de restriction quantitatives ou qualitatives. Il a tout à fait raison pour que l'administration se retire un petit peu pour laisser le champ libre à d'autres acteurs. Voilà ce que j'avais à lui répondre. Merci beaucoup, M. Ferrochi. Avant de passer la parole à M. Meddah, pardon, à M. Bennour, M. Meddah a demandé la parole, je la lui cède. Oui, pour enchaîner sur ce que vient de dire M. Ferrouri, il faut comprendre aussi que nous avons un aspect protectionniste non tarifaire, hein. Il y a aussi un peu de protectionnisme, on est presque à la fin de l'année, parce que là, il n'est pas question d'interdire, mais question de décaler la position pour plus tard. Donc, c'est ce que je voulais ajouter en plus. C'est une décision qui relève. Je reviens encore une fois à la macroéconomie, à la balance commerciale. On essaie un petit peu de retarder certaines positions tarifaires pour plus tard. Ouais. Oui, effectivement, mais ceci n'empêche pas l'impact direct sur les activités des entreprises, hein, ça, il faut quand même le souligner parce que prendre des décisions assez globales qui touchent tout secteur confondu, parce que quand on parle de revente en l'état, en réalité, on parle également de matières premières qui sont revendues en l'état comme elles sont achetées. On parle de semi-produits, etc. Donc, on essaie de protéger l'outil de production nationale, mais au final,
on prend des décisions qui peuvent l'impacter négativement. Donc, on stigmatise un peu la revente en l'état parce qu'on pense toujours à la mayonnaise, à la banane, etc. Mais revente en l'état, ça implique également des intrants de production. Donc, voilà, je partage un peu la préoccupation des opérateurs, qui soient importateurs ou industriels, parce que tous les deux sont directement touchés par ce type de mesure. Je me suis permis ce commentaire et je libère tout de suite le micro pour Monsieur Mokhtar Bennour. Je vous en prie. Merci beaucoup, madame. Bonsoir, monsieur le président Jamel, mon ami, et bonsoir tout le monde. Mon nom est Mokhtar Bennour, je suis un Algérien basé ici à Madrid, en Espagne. Je suis aussi dans le domaine de commerce extérieur et diplômé même en commerce extérieur, et j'ai de l'expérience dans d'autres domaines. Je suis issu du secteur public, j'ai travaillé à Sonalgas, Sonatrach avant de quitter le pays. Et voilà, maintenant je fais des exportations pour le groupe Fertiberia dans le domaine des engrais, des fertilisants vers l'Afrique, le Moyen-Orient et la Turquie. Et ça me fait mal au cœur que mes clients algériens, qui sont ma famille, mes amis, souffrent de bureaucratie à chaque fois. Ce n'est pas la première fois. En réalité, c'est un commentaire pour enrichir le débat ou pour participer timidement. Ça sort du cœur. Ce n'est pas réfléchi, mais j'avais l'impression lorsqu'ils ont créé cette histoire de registre commerce, revoir les codes et tout ça, c'est comme si j'avais l'impression que l'intention est de créer plusieurs sociétés pour dire voilà, on a réalisé 1 million de nouvelles sociétés, donc on est bien et tout ça, alors que c'est totalement faux. Et j'articule parce que ici en Espagne, si j'ai moi-même monté une société, et si je fais circuler la liste des articles que j'ai mis dans la société, vous allez être tous surpris. Il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de limitation. Parce que chaque secteur est régulé par des cahiers de charges, par des réglementations à respecter et tout ça, et on encourage les gens à travailler. Donc, crée ta société, mets ce que tu veux. Maintenant, lorsque tu crées de la richesse, tu payes tes impôts, tu es un bon citoyen. C'est ça la règle. Pourquoi? J'ai l'impression qu'on est en train de faire la guerre aux importateurs, mais c'est justifié par la protection de l'économie nationale, parce qu'on n'arrive pas à être présent sur le marché international et fortifier notre devise ou notre dinar, par l'argument de protéger le produit local. Et les arguments sont bons et on adhère tous. On veut tous protéger l'économie algérienne, on veut tous protéger le produit algérien. Mais il est où? Il n'existe pas. Comment vous pouvez protéger quelque chose qui n'existe pas? Il faut le créer, le produit, il faut le développer et le protéger, oui. Une façon de protéger le produit algérien en matière de qualité, c'est ouvrir la concurrence. Si on encourage un produit médiocre, on est en train de tuer une société parce que les clients ne vont pas acheter. Ils ne sont pas bêtes. Maintenant, avec les réseaux sociaux, l'information circule. Et donc, je voulais partager avec vous, je sais que c'est tard, mais ça fait vraiment mal au cœur. J'espère qu'on aura l'occasion de participer plus profondément dans des sujets pareils, mais il y a des solutions. J'ai l'impression qu'on ne cherche pas, on sait les problèmes, on s'attaque aux problèmes. On ne s'attaque pas aux solutions. On n'a pas la force du management ou le courage de chercher des solutions ou le temps, je ne sais pas. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'on arrête le transfert de devises vers l'étranger. Ça, c'est un problème, c'est vrai. Mais c'est quoi la solution? On s'attaque à un importateur, on prive le citoyen d'un bon produit qui vient de l'étranger. Pourquoi? Il a les moyens de l'acheter, il veut acheter le produit étranger, laissons-le. Encourage l'Algérien qui est là-bas en Algérie à faire une très grande société
aide-le à améliorer le produit, ramène l'expertise s'il le faut, faire une veille stratégique. Qu'est-ce qui se passe à l'étranger? Il y a des solutions existent. Donc, désolé les gars, ce n'était pas une question, c'était juste une petite intervention. Le débat est vraiment riche, c'est pour ça que je voulais jeter un mot. Merci beaucoup et bon courage. Merci infiniment, Monsieur Bono. Merci infiniment. On comprend parfaitement votre frustration et je pense que nous sommes nombreux à la partager. J'ai deux personnes qui souhaitent prendre la parole et je pense qu'on va finir avec elles. Par courtoisie, Monsieur Abdelrahimi, on va laisser la parole d'abord à un invité, Tarak Moldar, donc on vous laissera la parole à la fin, d'accord? Et si vous êtes d'accord, hein, bien sûr, Monsieur Abdelrahimi, hein? Parfait. Je libère le micro pour Monsieur Kader Jawad qui a une question à poser autour des accords d'association avec l'Union européenne et le démantèlement tarifaire. Allez-y, monsieur. Et de manière brève, s'il vous plaît, je me permets d'insister là-dessus parce qu'on a vraiment dépassé le temps du Bayouno et il y a encore deux personnes après vous. Merci beaucoup. Bien entendu. Je vous remercie. Bonjour à tous. Donc, je me présente, c'est Jawad Qaddar. Donc, je suis actuellement directeur de développement du groupe Lafarge Holcim en Algérie. Et bien auparavant, donc, j'ai fait mes armes, on va dire, dans le secteur public que je connais bien. La thématique d'aujourd'hui est bien entendu très intéressante dans la mesure où je pose deux questions par rapport à l'EVIT. Donc à M. Asseliès, que je salue. Donc, qu'en est-il? Donc, on a beaucoup parlé de la dérégulation en termes de commerce international, notamment donc, les déficits commerciaux et déficits aussi de balance de paiement. Donc, on essaie de revenir à un certain équilibre pour atteindre les objectifs de l'État dans ce sens. Donc, la question qui est posée est qu'en est-il donc actuellement des accords d'association dont on parle peu? Et le démantèlement tarifaire qui pourrait donc y aller jusqu'à presque 0% de tarif de remise. Et aussi, donc, la même interrogation concernant donc, la zone de libre-échange. Donc, je ne souhaite pas aborder la nouvelle réglementation, donc, si vous voulez, pour la zone de libre-échange avec l'Afrique. Je souhaite juste une intervention de CIS pour ces deux questions. Merci beaucoup. Merci, c'est Jawad. Vous permettez, madame? Allez-y, oui, je vous en prie, Monsieur Farouki. Ah là, c'est Jawad. Je vous souhaite bon courage et bonne chance dans vos nouvelles missions. En ce qui concerne l'accord d'association avec l'Union européenne, c'est vrai qu'à l'origine, il a été signé pour aboutir à vraiment une zone de libre-échange. Mais vous savez ce qui s'est passé depuis lors. On a vraiment consommé pas mal de points sur cet accord. Vous savez, quand l'Algérie, depuis 2014, a commencé à mettre en place les licences d'importation, à geler les importations, à augmenter les droits de douane pour certains produits, elle a mis en place en définitive la DAPS, le droit additionnel de sauvegarde. C'est-à-dire que l'accord, là, il est un petit peu battu en brèche. C'est un accord qui continue à exister et à être négocié entre les deux parties, l'Union européenne et l'Algérie. C'est le ministère des Affaires étrangères qui pilote les négociations de cet accord. L'accord n'est pas, il est toujours valable, mais il est loin d'aboutir à ses objectifs initiaux, c'est-à-dire la mise en place d'une véritable zone de libre-échange. Je doute que ça puisse arriver dans les prochaines années, compte tenu de la situation financière de l'Algérie, compte tenu de certains éléments de l'histoire du commerce international qu'on a connu ces quelques années. Vous connaissez les contentieux sino-américains, les contentieux
entre les États-Unis et l'Europe, certains accords de libre-échange qui ont également au Pacifique, ou même en Asie, qui ont connu également d'autres problèmes. L'OMC est en train de vivre depuis 3 ou 4 années les plus mauvaises années de son histoire. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne suis pas partie prenante, c'est Jawed, mais je ne pense pas qu'il va y avoir des résultats tels que prévus dans les prochaines années. Et c'est vraiment difficile à croire. Voilà ce que je pense. Très bien. Merci infiniment, Monsieur Ferrochi. Monsieur Hamani, je vous redonne la parole pour 30 secondes, hein, parce qu'on doit vraiment clôturer. Monsieur Boabdallah a des engagements tout de suite après. 30 secondes. Non, Allez. c'est pour, si vous permettez, d'abord, Lies, salut. Je ne faisais pas allusion à vous, pas du tout, parce que les choses ont beaucoup évolué. Subhanallah. Il ne faut pas oublier qu'au jour d'aujourd'hui, au niveau de la PAP, vous avez beaucoup d'anciens cadres du ministère qui sont chez nous, au niveau de l'association, et qui activent énormément. Moi, je voudrais revenir à ce que vient de dire M. Bounour en disant que le produit algérien n'existe pas. Je suis désolé. Le produit algérien existe bel et bien. Il existe, il est sur le marché. Et vous avez même un certain nombre de produits qui ont eu des palmes. Je suis désolé pour le dire, mais ce qui nous a tués pour pouvoir avancer d'une façon organisée, c'est ce système, effectivement, au niveau de l'administration, comme avait dit Siliès tout à l'heure, on est passé dans les lettres de crédit. Il y a eu énormément de changements parce que certaines décisions sont prises, pour ne pas dire administrativement, mais bureaucratiquement. On revient à la décision, on l'enlève, on revient, ainsi de suite. Ce que nous, en tant qu'opérateurs, ce que nous disons, rien n'interdit à l'administration, effectivement, de faire appel à des concertations, de faire appel à des associations, à des experts, ainsi de suite, pour avoir une idée du point qu'ils veulent effectivement développer. Ensuite, que le ministère concerné prenne la décision en connaissance de cause. Mais ce n'est pas en prenant une décision bête, quand on les avertit, on n'y a pas pensé. Et ça fait perdre, c'est pas sérieux, et ça fait perdre effectivement aussi du temps et de l'argent pour un opérateur économique. Et aussi, c'est le discrédit de notre administration. Il faudrait quand même qu'elle ait un certain nombre de points bien clairs, qu'elle revienne à sa fonction en tant que telle. Mais qu'on laisse Kemagal Lies, je suis tout à fait d'accord avec lui pour dire chacun a sa place. L'opérateur, il a sa mission, il a des attributs. La même chose pour l'administration. Il faudrait que chacun reprenne sa place et laisse l'économie fonctionner et que chacun soit sanctionné par le marché et par les pouvoirs publics et les plus hautes instances, et éviter effectivement de revenir à chaque fois où on dit une chose, on fait une note, on la refait. Non, on ne peut pas parce que... Non. L'économie, je suis désolé, une entreprise où elle fonctionne, où elle s'arrête. Il n'y a pas d'autre demi-mesure. Et merci beaucoup. Et merci donc à l'association de nous avoir permis effectivement de développer un certain nombre de points. Et c'est vrai, parce que il y a énormément de points qu'il faut développer, qu'il faut discuter. Et c'est à travers la concertation et la discussion qu'on peut avancer. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Hamani. Je sens plus tarder, vraiment, je cède la parole au président du CCIAE, modérateur de la séance, M. Boabdallah, pour clôturer cette rencontre. Merci beaucoup, Myriam. Donc voilà, donc on s'achemine vers 2 heures quand même. Hein, donc on a eu beaucoup à parler sur la situation. Le débat a été enrichissant. Je remercie tout le monde d'ailleurs, donc les intervenants, M. Meddah, M. Ferrochi, tous les intervenants, M. Hamani, que je salue d'ailleurs, et les autres qui ont posé des questions. Il est vrai qu'on ne va pas faire le constat de la politique économique algérienne dans cet espace aujourd'hui,
Mais il est clair qu'il y a beaucoup de difficultés. Cela est dû aussi donc, à des variations au niveau des situations dans lesquelles nous évoluons, la crise politique, le changement de gouvernance, le changement de gouvernement, la crise pandémique, etc., etc. Mais cela dit, donc, il y a toujours des brèches pour pouvoir discuter et pourquoi pas, ou alors des fenêtres, je dirais, pourquoi pas donc améliorer la situation du chef d'entreprise algérien et le laisser travailler tranquillement avec moins d'administration, ou je dirais moins de bureaucratie, parce que l'administration en a besoin quelque part pour réguler, pour donc faire respecter la norme, on dirait. Donc, grosso modo, je suis très content de ce webinaire que nous appelons Wibayuno. Et puis, je vous remercie tous. À la prochaine fois. Donc, on va organiser très bientôt un autre webinaire auquel vous êtes invités, bien entendu. D'ici quelques semaines, on vous lancera, donc on va faire une annonce. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Allah yahfadkoum. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir, merci à tous, au revoir. Allez, au revoir.